L'écho des campagnes. La série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous, nous sommes au Salon de l'Agriculture, édition 2023 à la Porte de Versailles. Et nous sommes en compagnie de Charles Leonardi et Béatrice Marie-Le Gall de Nestlé. Bonjour Charles, bonjour Béatrice. Bonjour Mathieu. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment Nestlé s'implique dans la transition agroécologique. Mais avant d'en parler, peut-être qu'il est bon de vous présenter. Je vous laisse vous présenter, Charles. Donc je m'appelle Charles Leonardi, je suis aujourd'hui directeur général supply chain pour Nestlé en France. Je suis ingénieur agro d'origine. Ça fait 25 ans que je travaille pour Nestlé, toujours en supply chain, et j'ai pas mal bougé puisque je suis parti après quelques années en France. Je suis parti en Suisse, puis en Ukraine, puis en Chine, et je suis revenu il y a à peu près 5 ans en France pour prendre ce métier. Donc je couvre la chaîne d'approvisionnement des achats de matières premières jusqu'au service client et à la livraison des clients. Donc tous les flux de matières. Bonjour, je suis Béatrice Marie-Le Gall. Alors moi, je suis en charge chez Nestlé France des approvisionnements durables, c'est-à-dire les projets qui ont un trait à la transition agroécologique, à la fois sur la partie végétale, mais aussi sur la partie lait, où on a des projets, et j'ai un historique aussi chez Nestlé assez long, puisque ça fait plus de 30 ans que j'ai rejoint Nestlé, sur des parties techniques, achats, et maintenant sur ce sujet agroécologique. Merci. Donc tout le monde connaît Nestlé, c'est une marque qui est assez présente dans notre quotidien. Mais si on se replace un petit peu, si on veut avoir une vision un peu plus globale de ce que peut représenter Nestlé dans le monde justement de l'alimentation et de l'agriculture, est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Oui, alors Nestlé est un groupe agroalimentaire qui est présent dans tous les pays du monde en fait, avec des produits, mais on produit aussi dans énormément de produits, dans énormément de pays au niveau à l'échelle mondiale. Alors d'un point de vue commercial, la France est le 3e pays mondial. On est juste après les États-Unis et la Chine. Mais d'un point de vue industriel, on est un très gros pays, assez important, notamment en Europe, puisqu'on a aujourd'hui 17 usines en France qui produisent toutes sortes de produits. Ça va des aliments pour chiens et chats de la marque Purina, aux céréales pour petit déjeuner de Cereal Partners, en passant par du lait nutrition infantile et voilà tout un tas, la ricorée. On a beaucoup de produits différents. Voilà, donc on est présent un peu partout, et puis la France est un pays important pour nous, le premier marché européen, et gros producteur d'un point de vue produit fini, mais aussi gros approvisionneur en fait de matières premières, non seulement pour nos usines, mais pour d'autres usines européennes. Donc la partie agricole est extrêmement importante pour nous ici. Si on s'intéresse maintenant au volume, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de matières premières Oui, alors sur les matières premières, on a environ 1 million de tonnes de matières premières, et dans ces 1 million de tonnes, on a 300 000 tonnes qui viennent de l'agriculture française pour des produits végétaux, c'est-à-dire les céréales, la betterave à sucre, les légumes, notamment, et qui approvisionnent nos 17 usines. Sachant qu'on a environ 300 000 tonnes de lait, et après le reste, ça va être des produits importés de type café, cacao qu'on ne peut pas produire en France. Mais tout ce qu'on peut produire en France, en général, ça vient
l'agriculture française. Très bien. Et la relation, donc c'est vous achetez directement aux producteurs, vous passez par des intermédiaires? Oui, alors en fait, pour nos matières premières, on achète à des coopératives, à des négoces, à des fournisseurs en général, donc avec lesquels on contractualise pour l'approvisionnement de ces matières premières. Et donc on n'a pas de lien direct avec des agriculteurs. Et c'est pour ça que toutes ces initiatives qu'on est en train de mener en ce moment nous renforcent cette connexion avec le monde agricole et c'est vraiment ce sur quoi on avance en ce moment. Alors la transition est toute trouvée. Nestlé a fait des annonces assez ambitieuses en termes de lutte contre le changement climatique, avec des objectifs assez importants que vous allez nous rappeler. D'une part, pourquoi avoir fait ces annonces? Pourquoi cette ambition? Et donc on sait qu'il y a des problématiques de changement climatique, de dégradation des sols, de chute de la biodiversité. Quel est, d'une part, l'impact de vos chaînes de valeur? Et quelle est en fait la proposition que vous faites, l'annonce que vous avez faite pour y répondre? Le groupe s'est engagé assez fortement fin 2019 vers le net zéro pour 2050. Alors 2050, ça paraît très loin, mais en même temps, il y a tellement de choses à faire que c'est aussi très court. Mais on s'est donné à la fois des étapes et différents axes en fait. Et l'axe agricole, l'axe amont est le plus important en fait pour nous parce que si on prend en France notre empreinte carbone au total, la partie agricole va représenter environ 70% de l'empreinte. Donc on doit énormément travailler en fait sur cette partie-là. Et sur cette partie agricole, on s'est donné des objectifs extrêmement ambitieux puisque on a décidé au niveau du groupe, donc pas seulement en France, que d'ici 2025, on serait à 20% de nos matières clés qui seraient produites dans l'agriculture qu'on appelle au niveau du groupe régénératrice. Et ça monte à 50% d'ici 2030. Donc c'est effectivement extrêmement ambitieux. Mais on y croit vraiment et on a des façons d'y travailler extrêmement variées puisque le café cacao, on est vraiment là dans ces pays en direct avec l'amont agricole. On a des ingénieurs agronomes qui travaillent de façon extrêmement proche dans tous ces pays avec les agriculteurs. En France, comme Béatrice l'a mentionné, on travaille au travers de coopératives et de négoces. Mais on croit fortement qu'en France, on a notre partie à jouer, à la fois parce que on a des gros volumes avec 300 000 tonnes, c'est quand même assez important. Mais aussi parce que pour le groupe, on pense que la France peut être en avance sur d'autres pays et peut jouer un rôle de pilote pour les autres pays européens. Donc on a vraiment aujourd'hui, on a été identifié au niveau du groupe comme le pays pilote pour tester sur des cultures comme la grande culture, comme le blé, comme la betterave, tester en fait des nouvelles méthodes, tout en restant pas du tout dogmatique, je vous rassure, mais des nouvelles méthodes de régénération des sols et qu'on mettrait en fait sous un intitulé d'agriculture régénératrice. Je me permets une incise, ce que vous dites est intéressant. La France est un pays qui est particulièrement en avance sur ces sujets-là, et parce que il y a une culture, les pionniers travaillent le sujet depuis plus de 20 ans. L'État et les instituts techniques se sont emparés du sujet. L'agriculture française est une agriculture qui est d'un très haut niveau technique. Les agriculteurs ont un niveau d'encadrement à la fois par le système coopératif et à la fois par les instituts techniques, les champs d'agriculture qui est très bon, très élevé. Et ce qui fait qu'effectivement, on voit beaucoup de groupes industriels qui ont fait de la France un peu leur pilote sur ces sujets-là.
Si on revient un petit peu donc sur ces projets, on voit que Nestlé s'est engagé fortement sur le net zéro. On voit que 70% de l'impact, c'est l'agriculture. Et c'est vrai que pour le grand public, c'est souvent, on pense transport, emballage, usine, gaspillage alimentaire. Mais non, l'impact, c'est vraiment les systèmes agricoles. Et donc, le projet, pour qu'il se transforme en réalité, vous avez fait appel à Earthworm Foundation, dont il faut peut-être dire un mot maintenant, oui. Et le projet Sol Vivant. Oui, alors donc sur cette partie agricole, on travaille sur cette transformation vers l'agriculture régénératrice. On travaille avec Earthworm Foundation, qui est une ONG qui a une très bonne connaissance du terrain, parce que nous, Nestlé, on est certes agronome, mais on n'est pas là pour dire aux agriculteurs ce qu'il faut faire. On s'appuie sur des gens qui sont techniquement très au point, notamment sur cette partie sol, qui est vraiment pour nous le socle, qui est vraiment le sujet transversal qui fait consensus au travers des différentes agricultures. Et grâce à Earthworm, on a développé, notamment au démarrage sur la partie Hauts-de-France, on a développé un référentiel agronomique solide, robuste, qu'on a pu tester auprès des agriculteurs, auprès des coopératives, et qui fait consensus, on va dire. Et c'est sur ce référentiel qu'on a développé avec les COP, avec les négoces et auprès des agriculteurs cette transition. Et ce qu'on fait avec Earthworm et d'autres partenaires d'ailleurs, Kermap pour la partie télédétection, Ecosystem pour la partie formation, c'est vraiment un écosystème très très fort, oui, et nécessaire pour l'accompagnement des agriculteurs, parce que derrière cette initiative, ce qu'on a mis, et ce programme, ce qu'on a mis en avant, c'est ce qui me semble important, c'est l'accompagnement, parce que justement, on est en France avec une agriculture qui a les moyens, qui est avec des agriculteurs qui ont envie de faire des choses, et il faut les accompagner vraiment en proximité avec des experts, parce que on a besoin d'aller encore plus loin qu'aujourd'hui. On a besoin aussi de mesurer, et c'est pour ça qu'on fait appel à de la télédétection, à des mesures terrain, parce que pour nous, Nestlé, comme pour d'autres, le fait de factualiser, d'avoir des faits et de mesurer les résultats, les avancées, c'est vraiment clé. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier extrêmement important. Et enfin, le côté incitation financière, c'est-à-dire qu'on est au travers de ce programme aussi, on soutient économiquement l'agriculteur en fonction des résultats qu'il aura obtenus. Et donc ça, c'est aussi pour apporter un accompagnement complet à l'agriculteur et aux coopératives dans cette transition, et en faire un succès, parce que clairement les objectifs du groupe sont très ambitieux. Les objectifs pour la France, compte tenu de notre impact sur l'agriculture, est aussi très important, et on se doit de mettre en place toutes les briques qui vont en faire un succès. Il y a quelque chose que vous avez dit qui me semble important, c'est résultat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cahiers des charges jusqu'à présent qui étaient dans l'obligation de moyens. Il faut faire comme ça pour rentrer dans un cahier des charges et pouvoir vendre, avoir un bonus, etc. L'agriculture régénératrice, c'est qu'elle repose sur des principes qui peuvent être adaptés qui peuvent prendre différentes formes en fonction des systèmes de culture, du climat, des sols, et qu'on est là dans une culture du résultat. Je voudrais juste du coup rebondir là-dessus en disant que on apprend en faisant, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas on est très humble en fait sur la question. C'est que on sait qu'on veut mettre en place un certain nombre de pratiques avec les coopératives, les négoces et surtout les agriculteurs derrière. Mais on apprend en faisant. C'est-à-dire on a la conviction que cette agriculture régénératrice va apporter des résultats, mais on a aussi la conviction qu'il faut
en fait continuer à vérifier et à mesurer les résultats qu'on produit. Et les résultats sont plutôt encourageants. En fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir à peu près 200 agriculteurs qui font partie déjà en fait de cette mise à l'échelle de l'agriculture régénératrice sur notre chaîne. Et grâce à Earthworm, on est en train de mesurer les corrélations entre la mise en place des pratiques et puis les premiers résultats de fertilité des sols, d'amélioration de la qualité du sol, et je pense que ça c'est le plus important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va rassembler des données, rassembler des résultats, on arrivera aussi à enrichir la méthode et à rassurer tout le monde en fait sur la chaîne que c'est la bonne direction et qu'on fait les choses, qu'on va dans le bon sens en fait. Donc on essaie vraiment de pas du tout être dogmatique sur l'approche. Les 3 pratiques de base, je pense que tout le monde commence à les connaître, la couverture de sol, mais là ce qu'on essaye de rassembler au fur et à mesure, c'est tout un tas de données par des satellites, par des mesures de sol, par la bêche, tout simplement, rassembler suffisamment d'informations qui nous permettent de conforter ce qu'on cherche à faire. Intéressant, vous parlez des premières données, de ce qui a été collecté auprès des 200 premiers agriculteurs. Dans une région qui est souvent sous le feu des projecteurs, c'est une région de culture industrielle avec des grosses problématiques de sol et de matière organique. On voit, c'est que quand on optimise les systèmes, donc sans révolution, mais en faisant évoluer les systèmes, en les optimisant, en poussant plus loin la couverture, en réduisant davantage le travail du sol, on arrive à des résultats qui sont mesurables. Oui, il est possible de stocker du carbone même dans des systèmes de ce type-là, et donc effectivement, c'est très encourageant. Il y a du travail, mais on n'est pas, pour les agriculteurs, devant une marche trop haute. Il y a besoin d'accompagnement, certes, mais voilà, les premiers résultats montrent qu'on peut y arriver, et on peut y arriver rapidement si on pousse. Et ce qui va m'amener à la question suivante. Si on sort un peu de Nestlé, vous portez aujourd'hui sur la transition de ce système agricole. On sait que l'agriculture et la forêt ou la foresterie dans un autre domaine sont en fait aujourd'hui des piliers clés et des solutions clés pour arriver à préserver nos civilisations. Quel regard vous portez donc justement sur ces transitions de manière un petit peu plus générale, et quels sont pour vous en fait les leviers fondamentaux pour arriver à accélérer les procédures, la transition? L'important, c'est, et ce qu'on voit au travers de nos initiatives, mais en général, il y a un renforcement du lien vers les agriculteurs. Et effectivement, une meilleure connaissance des agriculteurs, enfin du milieu agricole pour des industriels qui sont un peu à distance. Et je pense que c'est vrai pour Nestlé comme pour d'autres. Donc ça, je pense que c'est un vrai changement ou un vrai retour peut-être, mais en tout cas c'est un vrai changement. Le deuxième point, c'est que on voit que tout le monde veut avancer dans la même direction. D'autres industriels, les coopératives aussi ont des programmes. Et je pense que là, on va dire la prochaine étape, c'est sans doute de voir comment ensemble on arrive à aller plus loin. Parce que l'agriculteur, il va nous livrer du blé, mais potentiellement il livre des légumes à d'autres industriels, etc. Et ça, c'est important que pour lui les choses soient claires et qu'il y ait un référentiel ou des pratiques qui soient communes à tous, et que finalement ils soient mesurés sur les mêmes critères. Ça, je pense que c'est la prochaine étape vers laquelle il faut qu'on tende et vers laquelle il faut qu'on mène des actions pour aller dans ce sens, en tout cas. Bon. Non, alors juste pour construire en fait sur ce que Béatrice vient de dire, on pense vraiment que si on veut aller à l'échelle, en fait on a souvent vu l'agriculture comme une source de problèmes, et en France on parle beaucoup à la télévision de l'agriculture comme un problème. Nous on pense que c'est en fait l'agriculture est une solution, en fait, que les sols sont une solution à nos problèmes climatiques. On a beaucoup travaillé avec les pionniers au début, donc des gens qui croyaient vraiment au sol et à la régénération des sols, et ça on y a travaillé depuis plusieurs années. Maintenant, ce que
la notion de climat en fait change, c'est la notion d'urgence en fait. Il y a une vraie urgence climatique, il y a une vraie prise de conscience, on va dire, à travers dans le grand public, mais aussi au niveau de l'industrie, qu'il faut faire quelque chose. Et c'est là que je pense que le collectif, comme le disait Béatrice, va vraiment nous aider à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et on sent que déjà au travers du collectif Sol Vivant, on a de plus en plus de gens intéressés à joindre et donc à travailler en collectif autour du sujet. Et je pense qu'il y aura beaucoup de projets qui seront de plus en plus collectifs maintenant sur ces types de sujets. Et ça, je pense que c'est vraiment l'espoir de passer en fait du pionnier à quelque chose de beaucoup plus généralisé ou généralisable dans les années à venir. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce challenge en fait qu'on essaie de courir, c'est passer d'un monde pionnier à un monde d'échelle en fait, qui vraiment du coup fera partie, nous permettra en fait d'apporter des solutions à ce changement climatique. C'est mis. Et juste pour terminer, faire un petit mot de la fin. Si vous aviez envie, d'une part, d'adresser un message à vos consommateurs et un message en fait à vos producteurs, quel serait-il ? Le sol fait partie de la solution. On a compris aujourd'hui en fait un certain nombre d'axes en fait qui vont nous permettre d'améliorer la situation, et il faut qu'on encourage en fait les agriculteurs dans cette voie. Et les encourager, c'est reconnaître leur métier, c'est les accompagner, c'est aussi récompenser financièrement les efforts qu'ils font. On essaye de faire aujourd'hui, et voilà, on apprend en faisant, et puis on continuera à s'améliorer au cours de ce voyage, parce que c'est un grand voyage. Et peut-être juste pour conclure, et c'est du concret pour nos consommateurs, je pense. Ce qui est important aussi, c'est que les choses se passent aujourd'hui. On a des matières qui sont récoltées d'agriculteurs engagés dans cette agriculture régénératrice. Donc les choses sont concrètes, elles sont dans les champs, dans la campagne qui environne nos usines. Et pour le consommateur, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. C'est l'agriculture locale, c'est leurs voisins potentiellement. Donc je pense que c'est important pour... Merci Charles, merci Béatrice. Merci. Merci Mathieu.